C'est atypique, je trouve. Oh les amis, c'est un bilan. Yes, yes, yes. Si quelqu'un retrouve cette GoPro dans 30 ans, il saura ce qui m'est arrivé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'histoire et de prospection, l'Appel du Loup. Dans cet épisode, nous allons visionner les premières sorties avec notre nouvelle machine de guerre de chez Minelab, le Xterra Pro. Nous allons aussi, par l'intermédiaire de votre présentateur préféré, en apprendre plus sur l'histoire du dé à coudre et des monnaies de nécessité. La production tient à vous dire que dorénavant, les épisodes de l'Appel du Loup se tiendront à une trentaine de minutes. Cette réforme est nécessaire. Cela pour vous proposer plus de vidéos et fluidifier la lourde création de ce format. Nous vous rappelons que toutes nos prospections font l'objet d'autorisations écrites et sont en collaboration avec les communes ciblées par nos sorties. Nous remercions ainsi les particuliers et les villages de France qui soutiennent notre merveilleux loisir qu'est la détection de métaux et en général la prospection. L'ensemble de l'équipe de l'Appel du Loup tient aussi à remercier nos chers spectateurs sans qui nous n'existerions pas. Je vous invite plus personnellement à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à participer en commentaire. On se retrouve le mois prochain pour la suite des événements. Et je dis bonjour à tous. Alors je fais une petite intro comme ça, parce que au milieu de ma plaine là, avec ce super soleil, après toute la pluie qu'on a eue, qu'est-ce que ça fait du bien de se poser au milieu de la plaine comme ça. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est le début des vidéos maintenant avec le Xterra Pro. Vous allez voir que sur moins d'un mois, j'ai fait quand même des trouvailles qui sont super cool. J'en suis très content du Xterra, il me convient parfaitement. Et la petite compilation des trouvailles que j'ai faites ce mois-ci, vous allez voir, elle est pas piquée des hannetons. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en commentaire. Allez, ciao! Regardez-moi les amis, comme elle va être belle celle-là, cette petite fusaillole, excellent ça. Oh elle est belle celle-là, hein. Nettoyée elle va être super. Voilà. J'espère que ça filme. Oui, ça filme. Je vais prendre une vidéo. Alors, on va découvrir ensemble cette nouvelle monnaie qui est là. Alors, pour moi, ça ressemble à un Napoléon. Écoutez, je vais la nettoyer, puis on verra bien s'il y a des restes. Je vous fais une petite photo.
regardez ici. J'ai eu la chance de ne pas lui mettre un coup de pioche. Hop, enfin, si c'est une monnaie, je sais pas. On va tout de suite voir ce que ça rend. Hop là. Regardez les amis. Oh, ça ressemble. J'ai cru que c'était un bouton de manchette à la forme. Mais je sais pas ce que c'est dans cette forme là, regardez. C'est étrange. Je sais pas s'il y a des restes dessus. Écoutez, je vous dis ça. Alors ici, on voit quelque chose, mais alors bon, ça, il y a un trou au milieu, donc ça ressemble à une rondelle, c'est pas une Lindauer sûr et certain. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est là. Ah, je pense que c'est un bouton. Ouais, c'est ça, c'est un bouton. Bon, c'est cool quand même. Allez, je continue. Bonjour à tous, je m'excuse de la faible luminosité. Et on passe sur cette trouvaille qui est là. D'ici là, ça a un peu une forme octogonale. On dirait un petit bouton de manchette. Alors est-ce que c'est ça? Ah bah tu vois. Je commence à avoir de la... Ah, il y a encore des restes dessus. Écoutez, je vous le nettoie bien, j'y fais attention. Et je vous montre ça en photo. Allez, je continue, je suis très content. Regardez le paysage. Bon, il commence à faire nuit, il y a une petite pluie, mais on est content d'être là. Regardez cette petite monnaie qui est là. Alors, qu'est-ce que tu es, toi? Oh les amis, c'est un billon. Ouh là là. Alors, regardez ce que je viens de sortir de terre. Je vais y faire très attention. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de restes. Écoutez, je vous la nettoie et puis on verra. Je crois que c'est du billon, ça. C'est la première fois que je fais du billon, moi. Oh, regardez les amis. Oh, regardez comme il est beau. Oh. Alors, sur un son à entre 45 et 55 sur le Xterra Pro, je viens de faire un magnifique dé à coudre. Oh, il est magnifique. Il est même peut-être en argent, celui-là. Regardez comme il a des inscriptions. Enfin, pas des inscriptions, mais il y a des motifs. Il est un peu écrasé, mais oh, il est super. Oui, je crois bien qu'il y a des inscriptions.
Ah, c'est super. C'est le plus beau que j'ai jamais fait. Allez, ben, je vais continuer. Là, écoutez, je suis en pleine. J'avais pas beaucoup de son, c'est vraiment pas pollué. Par contre, quand il y a un son, putain, là, ça pète. Allez, je continue. L'histoire du dé à coudre. Un dé à coudre moderne est un petit capuchon généralement en métal, porté sur le doigt pour le protéger lors de la couture et éviter donc de s'empaler la main, ce qui pourrait éventuellement provoquer une infection qui résulterait de la mort par septicémie de l'individu concerné. Il est habituellement utilisé par les personnes qui cousent avec une aiguille et du fil. Son usage est connu de par le monde depuis la nuit des temps. Il est en cuir, en pierre, en bois, en verre, en os, en écaille, en bronze, en porcelaine, en argent ou en or. Le plus ancien répertorié à nos jours est de l'époque du néolithique, avec ses 15 000 ans d'âge. À ce moment-là, il n'est qu'en pierre, maintenu au creux de la main par une lanière en cuir. Au XIIe siècle, il existait des dés ouverts, ils étaient en forme d'anneau, ouverts aux deux extrémités, similaires à une bague, ou soit dit en passant, à celui de la cousette du poilu en buis lors de la Première Guerre mondiale. Les dés, datant d'avant le début du Moyen-Âge, ne comportaient que très rarement de décoration. Ce n'est qu'au XIVe siècle que les dés à coudre connaissent un engouement important et se couvrent d'ornements. On découvre alors des modèles en cuivre, en argent, en ivoire, en or, en bois et en porcelaine. Sous Louis XIV, les dés en argent remportent un réel intérêt et se retrouvent dès lors dans toutes les maisons des différentes couches sociales. Le XVIe siècle est celui des grandes découvertes et des grands voyages. Les belles et riches créations architecturales ainsi que les peintures influencent même ce petit objet qu'est le dé. Il sera gravé de motifs gothiques, de fleurs de lys ou de devises comme Dieu par-dessous tout. Les premiers chefs-d'œuvre de dés à coudre sont retrouvés chez les manufacturiers à Nuremberg. Paracelsus découvre le zinc qui rend possible la production du cuivre jaune et du laiton, ce qui a permis de créer des dés dans cette matière. Au XVIIIe siècle, l'apogée de l'art et la perte de puissance des monarchies, mais l'accroissement des pouvoirs des élus et des gouvernements provoque une soif de luxe. Même si dans la première partie de ce siècle, les dés restent un objet utile, la mode des frivolités, appelée objet de vertu et de galanterie, se répand comme un tourbillon. Le dé devient alors un cadeau, un chef-d'œuvre de joaillerie, parfois même serti de pierres précieuses. Offrir un dé est une manière discrète et décente d'honorer la dame de son cœur. Il est admis lors des fiançailles, la tradition a voulu que les jeunes gens offrent à leurs promises des dés à coudre particulièrement ouvragés. Le XVIIIe siècle est également la grande période de la porcelaine. Finement peint de scènes bucoliques, les dés à coudre n'en sont point épargnés. Ce sera également le siècle des dés en verre de Venise, mais malheureusement, à cause de leur fragilité, il n'en reste que très peu. Le XIXe siècle représente sans nul doute l'âge d'or du dé. L'industrialisation permet l'abondance de sa fabrication sans toutefois sacrifier sa finesse. Au XXe siècle, l'industrialisation à son paroxysme dégrade le dé en un objet utilitaire, simple et sans décoration, très souvent en aluminium. C'est la fin de la mode joaillière du dé à coudre. Alors un son à 45-46 fixe et c'est déjà dans ma main. Donc je ne sais pas encore ce que c'est. Ça pourrait ressembler à une espèce de paillette médiévale, je ne sais pas encore. Je vous fais une petite photo et on se retrouve à la prochaine. Alors salut à tous, et puis alors je vous retrouve aujourd'hui pour un son qui sonnait à 75 sur le Xterra et qui s'avère être une petite monnaie. C'est le début de la sortie, je suis très content, bon ça pèse pas lourd, ça a l'air récent, mais je pense pas que ce soit une 5 centimes. Bon bah écoutez, je vais vous la nettoyer parce que là la terre elle est vraiment collée dessus, et puis je vous montre ce que c'est, je vous ferai une petite photo. Allez, je continue.
Bon, elle est là. Au niveau de commencer, ça m'a l'air récent quand même. C'est du 20 francs, non? Non, c'est de l'alu ça. Ah ouais? Ouais. C'est peut-être une pièce de la guerre. C'est la poupée. Elle est là, ici. Ça a l'air d'être un joli module. Il y a l'air d'y avoir de la patine. Alors. Voyons voir ce que tu es, toi. Oh, yes, c'est un 12 deniers. Regardez ça. Il y a l'air d'y avoir des restes. Trop bien. Excellent. Ah, c'est mes pièces préférées, ça. Oh. Oh, qu'il est beau. Yes, 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 yes. Steven, il est tout au fond là-bas. Il va être vert. Ah, trop cool. Salut tout le monde. Alors on se retrouve après le 12 deniers avec ce qui s'avère être une minuscule fusailleule. Donc je vous ferai une photo quand elle sera nettoyée, j'ai pas envie de l'abîmer. Et on se retrouve pour la prochaine trouvaille. Alors, je reprends. Bon, alors là, je vois du blanc qui sort. C'est rond. Mais ça se trouve, c'est pas une monnaie. Il faudra que j'arrête de me dire à chaque fois que c'est des monnaies. Parce que quand c'est des rondelles, je suis déçu. Oh, oui. La Napo. Depuis le début que je fais de la détection, c'est cette pièce-là que je voulais faire. Putain. Ah ben là, le Xterra Pro, là, ce matin, c'est ma première fois que j'utilise le Xterra Pro. Oh, Napoléon. Oh là là. Et ce matin, ça envoie vraiment du pâté. Alors, je crois que ça... Ouais, c'est une paillette. Elle a l'air belle, il y a l'air d'y avoir des... Ah ouais, une petite paillette. Super. Ah, il va y avoir des restes. En plus, je crois qu'il y a même des... Il y a même des trucs dessus. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Oh, le Xterra Pro. Ça va me changer du Garrett 150. Salut à tous, alors aujourd'hui je fais du hors-piste et je viens de croiser un cerf et 2 biches. Donc j'active la caméra au cas où il m'arrive quelque chose parce que c'est le drame en ce moment. Donc si quelqu'un retrouve cette GoPro dans 30 ans, il saura ce qui m'est arrivé. Alors qu'est-ce que je viens de trouver là? Ça a l'air... Ah, c'est peut-être un bouton. Ouais, pas mal. Je vais le nettoyer. Alors regardez-moi cette jolie petite... regardez-moi cette jolie monnaie commerce industrie 1922. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une comme ça. Elle a l'air plutôt en bon état. Donc c'est cool.
Donc voilà, et bien écoutez, je continue et on se retrouve pour la prochaine. Les monnaies de nécessité. Aujourd'hui, dans notre focus long, nous allons nous intéresser à l'histoire des monnaies de nécessité. Vous savez, ces jolies monnaies des chambres du commerce que l'on trouve facilement dans nos champs agricoles du XXe siècle. Mais leur histoire commence bien auparavant. Une monnaie de nécessité est un moyen de paiement émis par un organisme public ou privé et qui, temporairement, va compléter la monnaie officielle émise par l'État quand celle-ci vient à manquer. Ce type de monnaie prend place généralement durant les périodes difficiles comme les guerres, les révolutions, les crises financières et les 49.3 d'Elisabeth Borne. Oui. On parle également d'une famine monétaire pour qualifier ces périodes troubles durant lesquelles la monnaie divisionnaire vient à manquer. Une monnaie de nécessité peut aussi qualifier des outils de paiement prenant des formes et utilisant des matériaux variés comme des bons en papier, des jetons, des timbres postales, mais aussi de la porcelaine ou du verre. Elle prend alors la forme de monnaie alternative, cependant reconnue aux yeux de l'État. Le concept de monnaie de nécessité remonte d'ailleurs à l'Antiquité, où on la trouvait déjà à l'époque romaine, où elle côtoie déjà les émissions impériales. Plusieurs monnaies de nécessité ont été ainsi retrouvées sous la forme de monnaie coupée généralement en deux, ou plus rarement en quatre. À titre d'illustration, le Dupondius de Nîmes a été coupé en deux ou en quatre dans l'Empire romain, particulièrement dans les provinces qui manquaient de monnaie divisionnaire, telles que la Germanie ou la Gaule. Pendant l'époque moderne, la production de monnaie de nécessité va exploser lors de la Première Guerre mondiale en Europe ainsi que dans les territoires coloniaux. La principale raison, les stocks de cuivre et de nickel servant à la fabrication des monnaies divisionnaires vont désormais aux usines d'armement, d'où l'apparition de bons en papier et de pièces de métaux pauvres comme le fer et l'aluminium. Après la guerre, les États vont mettre un certain temps à réorganiser leurs finances et leur politique monétaire. Les monnaies de nécessité perdurent alors, tandis que l'hyperinflation sévit. Le 16 août 1914, le ministère des Finances tolérera la frappe de petites monnaies en carton pour pallier le manque monétaire de cette époque. Peu après, le gouvernement autorisera les chambres de commerce, les villes, les communes et les associations de commerçants et même certains particuliers à émettre des jetons monnaie. Finalement, ces monnaies ont fini par faire partie intégrante de la vie quotidienne des Français et par être reconnues comme de véritables pièces de monnaie. D'ailleurs, la loi du 29 avril 1921 protégea ces monnaies contre le faux monnayage. De 1920 à 1927, l'État lui-même frappa 3 pièces en bronze d'aluminium portant la mention « Bon pour 2 francs, 1 franc et 50 centimes », ainsi que « Chambre de commerce de France » et non République française. Techniquement, ce sont des monnaies de nécessité et en aucun cas des monnaies normales, ce qui explique qu'elles ne portent pas de différent du graveur général, mais seulement la marque de la Régie des monnaies. Durant cette période, tandis que le franc français chutait sur le marché d'échange, l'État devait faire face à une transition vers un monnayage en métaux vils mal accepté par la population, qui depuis des siècles était habituée à des pièces en bronze, en argent ou en or. Afin de faciliter les échanges commerciaux quotidiens du peuple, l'État tolérera leur utilisation émise par les chambres du commerce avec la garantie d'un versement correspondant à sa valeur faciale à la Banque de France. Plus de 12 000 types de ces monnaies ont été répertoriés, frappés habituellement en aluminium, mais aussi en laiton, en zinc ou en fer. Ces jetons, le plus souvent ronds, pouvaient aussi avoir des formes différentes et très variées. Dans les années qui suivirent, avec l'avènement du franc Poincaré, les monnaies de nécessité furent remboursées, mais le franc germinal, lui, n'était plus qu'un souvenir. Les monnaies de nécessité sont méconnues, car boudées par les collectionneurs, bien qu'il en existe des milliers de types, offrant aux collectionneurs un large choix de thématiques de collection. Cela s'explique par leur faible diffusion et leur faible qualité, fabriquées pour répondre à un besoin ponctuel, local. Elles s'usent rapidement, les monnaies en carton noircissent et se déchirent facilement. Le souvenir de la période difficile qui leur est attachée n'a pas facilité non plus à leur conservation. Les archives départementales n'en possèdent souvent aucun, voire de rares exemplaires.
Alors dans ce petit chemin bucolique, on se retrouve pour une magnifique monnaie qui est là, qui était sous les pierres. Et le voici. Je ne sais pas s'il y aura des restes. Écoutez, j'y vais doucement avec ce genre de monnaie. Je vais la laisser sécher et puis je vous montrerai s'il y en a quelques restes. Allez, à plus tard. Oh, regardez les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Au début, je pensais que c'était juste un petit bout de plastique, mais le métal me disait quelque chose. Et en fait, on se rend compte que c'est une monnaie de 1 franc. On verra au nettoyage, mais c'est atypique, je trouve. Après, elle est peut-être cassée normalement, hein, mais bon. C'est bizarre, je trouve. Rebonjour à tous. Alors cette fois-ci, je ne vous prends pas une photo. Je vous prends une petite vidéo, car je vais parler un petit peu de cet objet. Je vais peut-être dire des conneries, c'est pas impossible. Mais en y réfléchissant bien, je pense avoir trouvé son utilité. Alors on est devant un franc de 1949 qui a été rogné ou coupé sur les côtés et aiguisé. C'est ça qui est extrêmement intéressant. On voit bien sur les bords ces petits côtés qui ont été un petit peu limés pour faire en sorte d'avoir à chaque bout des bouts un peu plus tranchants. Au début, je pensais que c'était à cause de la pression des pinces. Je pensais que ça avait été fait avec une pince. Et a posteriori, je pense que ça a été fait exprès, ça a été limé exprès pour en faire un minuscule coupe-papier qu'on mettait dans le portefeuille et qu'on utilisait pour ouvrir les lettres. C'est mon interprétation. Elle peut être discutée, ça peut être complètement faux, mais moi je pense que je m'approche peut-être de la vérité. En tout cas, c'est une découverte pour moi qui est extraordinaire. Alors là, on est sur la colline d'en face, complètement de l'autre côté. Et je vais profiter de la caméra pour parler d'un truc auquel je pense. Et je vais en profiter parce qu'il y en a un qui est tout juste devant nous. Vous voyez ces sillons là-bas dans le champ, dans la colline. Vous avez vu qu'il a beaucoup plu ces derniers mois. Donc ça a fait des rivières comme ça dans les vallées, là où l'eau ne pouvait plus s'écouler. Donc ça a fait des dégâts dans les cultures, mais me vient à l'esprit l'idée que, à l'image de l'or dans les cours d'eau, est-ce que je pourrais pas plus trouver de trucs parce que du coup, vu que c'est plus lourd, ça a peut-être été déplacé, donc peut-être qu'en bas, de là où il y a eu la flotte, eh ben, c'est peut-être pas impossible qu'on aille voir si on peut trouver quelque chose. Donc voilà, je réfléchissais à ça.